La nuit d'avant la vague, je me rappelle qu'Hélène et moi avons parlé de nous séparer. Ce n'était pas compliqué. Nous n'habitions pas sous le même toit, n'avions pas d'enfants ensemble, nous pouvions même envisager de rester amis. Pourtant c'était triste. Nous gardions en mémoire une autre nuit, juste après notre rencontre, passée tout entière à nous répéter que nous nous étions trouvés, que nous allions vivre le reste de notre vie ensemble, vieillir ensemble, et même que nous aurions une petite fille. Plus tard, nous avons eu une petite fille. À l'heure où j'écris, nous espérons toujours vieillir ensemble, et nous aimons penser que nous avions dès le début tout compris. Mais il s'était écoulé depuis ce début une année compliquée, chaotique, et ce qui nous paraissait certain à l'automne 2003, dans l'émerveillement du coup de foudre amoureux, ce qui nous paraît certain, en tout cas désirable, 5 ans plus tard, ne nous paraissait plus certain du tout, ni désirable. Cette nuit de Noël 2004, dans notre bungalow de l'hôtel Evalanka. Nous étions certains au contraire que ces vacances étaient les dernières que nous passions ensemble, et que malgré notre bonne volonté, elles étaient une erreur. Allongés l'un contre l'autre, nous n'osions pas parler de la première fois, de cette promesse à laquelle nous avions tous les deux cru avec tant de ferveur et qui de toute évidence ne serait pas tenue. Il n'y avait pas entre nous d'hostilité, nous nous regardions seulement nous éloigner l'un de l'autre avec regret. C'était dommage. Je ressassais mon impuissance à aimer, d'autant plus criante qu'Hélène est vraiment quelqu'un d'aimable. Je pensais que j'allais vieillir seul. Hélène, elle, pensait à autre chose, à sa sœur Juliette qui, juste avant notre départ, avait été hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Elle avait peur qu'elle tombe gravement malade, peur qu'elle meure. J'objectais que cette peur n'était pas rationnelle, mais elle a bientôt pris toute la place dans l'esprit d'Hélène, et je lui en ai voulu de se laisser absorber par quelque chose à quoi je n'avais aucune part. Elle est allée fumer une cigarette sur la terrasse du bungalow. Je l'ai attendue, couchée sur le lit, en me disant « Si elle revient bientôt, si nous faisons l'amour, peut-être que nous ne nous séparerons pas. Peut-être que nous vieillirons ensemble. » Mais elle n'est pas revenue. Elle est restée seule sur la terrasse à regarder le ciel s'éclaircir peu à peu, à écouter les premiers chants d'oiseaux, et je me suis endormi de mon côté, seul et triste, persuadé que ma vie allait tourner de plus en plus mal. Nous étions inscrits tous les 4, Hélène et son fils, moi et le mien, pour une leçon de plongée sous-marine au petit club du village voisin. Mais Jean-Baptiste, depuis la leçon précédente, avait mal à une oreille et ne voulait pas replonger. Nous étions quant à nous fatigués par notre nuit presque blanche et avons décidé d'annuler. Rodrigue, le seul qui avait vraiment envie d'y aller, était déçu. « Tu n'as qu'à te baigner dans la piscine, lui disait Hélène. Il en avait assez de se baigner dans la piscine. Il aurait voulu qu'au moins quelqu'un l'accompagne à la plage, en contrebas de l'hôtel, où il n'avait pas le droit d'aller seul parce qu'il y avait des courants dangereux. Mais personne n'a voulu l'accompagner, ni sa mère, ni moi, ni Jean-Baptiste, qui préférait lire dans le bungalow. Jean-Baptiste avait alors 13 ans. Je lui avais plus ou moins imposé ses vacances exotiques en compagnie d'une femme qu'il connaissait peu et d'un garçon beaucoup plus jeune que lui. Depuis le début du séjour, il s'ennuyait et nous le faisait sentir en restant dans son coin. Quand, agacé, je lui demandais s'il n'était pas content d'être là, au Sri Lanka, il répondait de mauvaise grâce que si, il était content, mais qu'il faisait trop chaud et que là où il se sentait encore le mieux, c'est dans le bungalow, à lire ou jouer à la Game Boy. C'était un préadolescent typique, en somme, et moi un père typique, de préadolescent, me surprenant à lui faire, au mot près, les remarques qui, quand j'avais son âge, m'exaspéraient tellement dans la bouche de mes propres parents. Tu devrais sortir, être curieux, c'est bien la peine de t'emmener si loin. Peine perdue. Il a filé dans sa tanière et Rodrigue, esselé, commençait à tourner en rond et à harceler Hélène, qui essayait de somnoler dans une chaise longue au bord de l'immense piscine d'eau de mer où une Allemande, âgée mais incroyablement athlétique qui ressemblait à Leni Riefenstahl, nageait chaque matin pendant 2 heures. Moi, sans cesser de m'apitoyer sur mon impuissance à aimer, je suis allé traîner du côté des Ayurvédiques, comme nous appelions le groupe de Suisses allemands qui occupait des bungalows un peu à l'écart et suivait un stage de yoga et de massage indien traditionnel. Quand ils n'étaient pas en séance plénière avec leur maître, il m'arrivait de faire quelques postures avec eux. Je suis revenu ensuite près de la piscine. On avait desservi les derniers petits déjeuners, commencé à dresser les tables pour le déjeuner. Bientôt se poserait la question lancinante de ce qu'on allait faire l'après-midi. 3 jours après notre arrivée, nous avions déjà visité le temple dans la forêt, nourri les petits singes, vu les bouddhas coucher et, à moins de nous lancer dans des excursions culturelles plus ambitieuses qui ne tentaient aucun d'entre nous, épuisé les ressources de l'endroit. Ou alors il aura fallu être de ces gens qui peuvent traîner des jours durant dans un village de pêcheurs en se passionnant pour tout ce que font les autochtones, le marché, les techniques de réparation des filets, les rituels sociaux en tout genre. Je n'en étais pas, et me reprochais de ne pas en être, de ne pas transmettre à mes fils cette curiosité généreuse, cette acuité du regard que j'admire par exemple chez Nicolas Bouvier. J'avais apporté avec moi Poisson Scorpion, où cet écrivain voyageur raconte une année passée à Galles, un gros bourg fortifié situé à une trentaine de kilomètres de l'endroit où nous nous trouvions, sur la côte sud de l'île. Ce n'est pas comme L'usage du monde, son récit le plus célèbre, un livre d'émerveillement et de célébration, mais de débâcle, de pertes, d'abîmes plus que frôlés.
Ceylan y est décrite comme un sortilège, dans le sens perfide du mot, pas celui des guides touristiques pour routards, cools et jeunes mariés. Bouvier a manqué y laisser sa raison, et notre séjour à nous, qu'on l'envisage comme un voyage de noces ou comme un examen de passage pour éventuelle famille recomposée, était raté. Mollement raté d'ailleurs, sans tragique et sans risque. Je commençais à avoir hâte de rentrer. En traversant le hall, à claire-voie, envahi par les bougainvilliers, j'ai croisé un client de l'hôtel qui s'énervait parce qu'il n'avait pas pu envoyer un fax. L'électricité était coupée. On lui avait parlé à la réception de quelque chose qui s'était produit au village. Un accident à l'origine de la coupure. Mais il n'avait pas bien compris de quoi il s'agissait. Tout ce qu'il espérait, c'est que ça n'allait pas durer longtemps, parce que son fax, c'était très important. J'ai rejoint Hélène, qui ne dormait plus, et m'a dit qu'il se passait quelque chose de bizarre. L'image suivante, c'est un petit groupe, clients et personnel de l'hôtel, massés sur une terrasse au bout du parc, dominant l'océan. Au premier regard, étrangement, on ne remarque rien. Tout paraît normal, puis c'est comme si on faisait le point. On s'avise que l'eau est très loin. Entre la bordure des vagues et le pied de la falaise, la plage, en temps normal, est large d'une vingtaine de mètres. Là, elle s'étend à perte de vue, grise, plate, scintillante sous le soleil voilé, on se croirait au Mont-Saint-Michel, à marée basse. On s'aperçoit aussi qu'elle est jonchée d'objets dont on ne mesure d'abord pas l'échelle. Ce bout de bois tordu, est-ce une branche arrachée ou un arbre ? Un très grand arbre ? Cette barque démantelée, est-ce que ce ne serait pas plus qu'une barque, carrément un bateau, un chalutier rejeté et brisé comme une coquille de noix ? On n'entend aucun bruit. Pas un souffle n'agite les plumées des cocotiers. Je ne me rappelle pas les premières paroles prononcées dans le groupe que nous avons rejoint, mais à un moment, quelqu'un a murmuré « 200 children died at school, in the village ». Première lecture, sur combien je ne sais pas encore. Je vais en profiter pour cet été. Vous le verrez, là, il y aura plus, je vous avoue que ça m'arrange, de vidéos, car je n'aurai pas le temps de faire le montage en plus des lectures. Donc, dans les 15 jours, 3 semaines à venir, je vous ferai des lectures donc à écran noir, simplement avec les informations. D'autres vies que la mienne. Première page, Emmanuel Carrère, édité chez POL, 2009.